Bonjour, amis de l'histoire grecque. Nous allons poursuivre le cycle consacré aux Séleucides en traitant de la période allant de 222 à 64 avant notre ère. Le début de cette période est marqué par les règnes d'Antiochos III et de son fils Antiochos IV. Je ferai relativement bref à leur sujet, sachant que je les ai déjà longuement présentés dans d'autres vidéos. La période de 150 à 64 est quant à elle marquée par d'incessantes querelles dynastiques et l'expansion des Parthes. Nous nous arrêterons sur des rois parfois méconnus, mais qui tentèrent, avec leurs moyens, de sauvegarder l'héritage des Séleucides. Voyons en premier thème les conquêtes d'Antiochos III le Grand. Le règne d'Antiochos III, donc de 222 à 187, marqua la restauration de l'autorité royale dans les provinces anatoliennes et orientales. Il arriva au pouvoir après une période qui vit la sécession du royaume gréco-bactrien et le début de l'expansion des Parthes. Les débuts de son règne furent difficiles. Il dut d'abord faire face à la révolte de Molon, gouverneur des satrapies orientales, qui prit d'ailleurs le titre royal. Il élimina également son ambitieux vizir Hermias et dut lutter contre Achaïos II, un gouverneur d'Anatolie. Arrêtons-nous un instant sur ce prince. Donc Achaïos II est le petit-fils d'Achaïos, un fils présumé de Séleucos, et sous Séleucos II, il fut vainqueur en Anatolie de l'usurpateur Antiochos Hiérax, dit l'épervier, le frère de Séleucos II. Il aida ensuite Séleucos III à reprendre les provinces dont le roi de Pergame s'était emparé. Il gouverna à partir de 221 les provinces d'Anatolie détenues antérieurement par Hiérax et usurpa le pouvoir royal après la mort de Séleucos II. Dans un premier temps, il fut toléré par Antiochos III, mais celui-ci lança une campagne contre lui en 216. Achaïos fut attaqué en Sarde et trouva refuge dans son imprenable acropole, recevant l'aide des Lagides. Victime d'une trahison, il tomba entre les mains d'Antiochos et périt après un long supplice. La suite du règne d'Antiochos III montre sa volonté de restaurer l'empire originel des Séleucides. Il fut pourtant défait à la bataille de Raphia, donc par Ptolémée IV, en 217, une des plus grandes batailles de l'époque, et cette défaite ne l'empêcha pas de reprendre tout de même Séleucie de Pierie, donc en Syrie. Il parvint finalement en 200, lors de la 5e guerre de Syrie, à prendre la Coëlie-Syrie, ou Syrie creuse, c'est-à-dire le Liban, Israël et Palestine actuelle. Entre-temps, il mena une véritable anabase en Asie, de 212 à 205, montrant son ambition de marcher sur les pas d'Alexandre et de Séleucos. Il avait pour objectif premier de faire face à l'expansion des Parthes et à la sécession du royaume gréco-bactrien. La reconquête des hautes satrapies resta sans lendemain, mais Antiochos, devenu entre-temps le Grand, était parvenu à rétablir l'influence séleucide jusqu'au golfe Persique. Il marcha ensuite contre la Thrace, conquise en 196, s'étendant aux dépens des Attalides. Il entendait par ailleurs renforcer l'autorité royale en centralisant le culte royal et en réformant l'administration. Mais cette politique impérialiste suscita l'hostilité des Romains, qui venaient de vaincre Philippe V durant la deuxième guerre de Macédoine. D'autant plus qu'Antiochos avait accueilli à sa cour Hannibal, l'ennemi mortel des Romains. La guerre dite antiochique éclata en 192 quand la Ligue étolienne appela à l'aide les Séleucides contre les Romains, pourtant leurs anciens alliés. Mais les forces d'Antiochos III étaient trop peu nombreuses pour faire face aux expérimentées légions romaines, tout auréolées des victoires contre les Carthaginois. Antiochos débarqua en Grèce et connut une première défaite en 191 aux Thermopyles. Il fut définitivement vaincu en 189 à la bataille de Magnésie après un combat âpre et indécis. Il fut alors contraint de conclure un traité très sévère en 188, dit la paix d'Apamée. Et donc cette paix remit définitivement en cause la présence séleucide en Anatolie.
Il mourut en 187 comme un vulgaire bandit, après avoir tenté de piller un temple aux confins de la Susiane. Triste fin pour le digne héritier d'Alexandre et des Diadoques. Son fils aîné, Séleucos IV, lui succéda et régna durant 12 années. Bien qu'affaibli par la lutte contre Rome, le royaume séleucide était encore vaste. Mais le paiement du lourd tribut exigé par Rome provoqua d'immédiates difficultés financières. De plus, Séleucos fut contraint d'envoyer en otage à Rome son propre fils, le futur Démétrios Ier, en remplacement de son frère, le futur Antiochos IV. Entre-temps, Séleucos dépêcha son ministre Héliodore à Jérusalem, vers 176, afin qu'il s'emparât du trésor du temple. Au retour de cette mission infructueuse, Héliodore assassina Séleucos. Antiochos IV, le frère de Séleucos, reprit énergiquement la situation à son retour d'Athènes où il s'était réfugié. En 175, il fait tuer Héliodore et monta sur le trône. Voyons donc en thème numéro 2, le règne d'Antiochos IV et surtout la révolte des Maccabées. Il peut être considéré comme un souverain énergique, même si la tradition le présente comme l'ennemi du peuple juif. Digne successeur de son père, il entendait restaurer la grandeur du royaume. Il défie d'abord sévèrement les Lagides lors de la 6e guerre de Syrie et entra en Égypte. Une tradition veut qu'il fût même couronné pharaon. Mais il fut contraint de quitter Alexandrie face à l'ultimatum des Romains, dont les circonstances sont restées célèbres. En effet, le légat romain traça autour d'Antiochos IV un cercle que celui-ci ne devait pas dépasser. Dans le même temps, il échoua à réprimer la révolte des Maccabées en Judée, donc de 169 à 165. La révolte contre l'occupation séleucide et l'hellénisation fut dirigée par un prêtre nommé Mattathias et ses fils, notamment Judas Maccabée, qui donna son nom à la révolte. Certes, Antiochos IV était vu comme un profanateur, surtout après l'érection d'un autel à Zeus dans le temple de Jérusalem et l'interdiction de la Torah, soit la loi, littéralement, mais ce conflit opposait aussi les Juifs eux-mêmes, entre une frange traditionnaliste et une frange hellénisée. Les insurgés menèrent une guérilla efficace. En 165, les Maccabées, emmenés par Judas, l'emportèrent contre les forces séleucides à la bataille d'Emmaüs. L'année suivante, ils reprirent le contrôle de Jérusalem et rétablirent au temple sa fonction religieuse. Et cette victoire est encore de nos jours commémorée par les Juifs lors de la fête de Hanouka. La révolte de la Judée renforça l'identité et l'unité du peuple juif face aux tentatives de domination étrangère. Plus tard, les Maccabées fondèrent la dynastie des Asmonéens du nom d'un de leurs ancêtres. Antiochos IV mourut en 164, probablement de maladie, alors qu'il menait campagne dans les hautes satrapies, dans une nouvelle tentative d'anabase. La fin du règne d'Antiochos IV marqua le début du long déclin des Séleucides. Voyons donc en thème numéro 3, le début du déclin séleucide. Antiochos IV n'était que le 8e roi de la dynastie en près de 130 années d'existence. Après lui, 17 autres rois se succédèrent, démontrant l'instabilité chronique de la royauté. Les successeurs immédiats d'Antiochos IV étaient compétents, mais ils étaient en butte à des querelles dynastiques entretenues par les États voisins et surtout par les Romains, qui favorisaient un prétendant au gré de leurs intérêts, sachant que depuis la paix d'Apamée, un membre de la famille royale devait être gardé en otage à Rome. Lorsqu'Antiochos IV trouva la mort prématurément, son jeune fils Antiochos V lui succéda. Mais il fut rapidement évincé par Démétrios Ier, un fils de Séleucos IV, avec le soutien des Romains. Et durant près de 50 ans, les deux branches de la dynastie se livrèrent une lutte acharnée pour le pouvoir. Démétrios était un souverain énergique.
mais il rencontra l'hostilité des Attalides de Pergame, qui poussaient sur le trône un prétendu fils d'Antiochos IV, appelé Alexandre Balas. Et malgré une lutte courageuse, il fut tué vers 150 par l'usurpateur. Son fils aîné, Démétrios II, lui succéda, ouvrant une période d'instabilité dans le royaume séleucide. Voyons en thème numéro 4 le règne instable de Démétrios II. Après l'assassinat de Démétrios Ier par l'usurpateur Alexandre Balas, son fils Démétrios II lui succéda dans des conditions difficiles. Son règne fut marqué par une période de forte instabilité et la poussée inexorable des Parthes. Dans sa jeunesse, il avait été envoyé par son père plaider sa cause auprès du Sénat romain. Mais cette ambassade fut un échec et elle ne put éviter la mort de Démétrios Ier face à l'usurpateur Alexandre Balas. Démétrios II parvint néanmoins à échapper au sort funeste de ses parents. Et 3 ans plus tard, il tenta de récupérer le trône à la tête d'une troupe de mercenaires, notamment crétois. Il n'avait alors qu'une quinzaine d'années, ce qui laisse à penser qu'il bénéficiait de l'appui de certains officiers de son père, ou alors qu'il était sous la coupe du chef de ces puissants mercenaires. Il obtint le soutien de Ptolémée VI, qui le reconnut comme roi, et qui lui accorda la main de sa fille Cléopâtre Théa, précédemment mariée à Alexandre Balas. En échange, Démétrios II s'engageait à céder la Coëlée-Syrie. Démétrios II semble avoir hérité de la dureté de son père, qu'il cherchait à venger. Dans ce climat, les habitants d'Antioche le rejetèrent et acclamèrent comme roi Ptolémée VI. Mais pour ne pas heurter les Romains, le souverain lagide refusa l'offre. La défaite d'Alexandre Balas, suivie de la mort naturelle de Ptolémée VI, délivra Démétrios II de 2 compétiteurs et lui permit de garder la Coëlée-Syrie. Mais il dut affronter rapidement de graves difficultés. Ayant dissous une grande partie de l'armée, il s'appuyait sur ses mercenaires crétois qui se conduisaient de manière tyrannique. Pour mater la révolte d'Antioche, il appela à l'aide les troupes du grand prêtre de Jérusalem, ce qui accentua la haine que lui portaient ses sujets. Et c'est dans ce contexte trouble que Diodote, l'ambitieux commandant de la place d'Apamée, mit la main sur le petit Antiochos VI, le fils d'Alexandre Balas. Il le fit proclamer roi et chassa Démétrios II d'Antioche vers 144. Rapidement, Diodote se débarrassa d'Antiochos VI et usurpa le trône royal sous le nom de Tryphon, soit le Magnifique. De son côté, Démétrios II conservait quelques places, en Cilicie et en Mésopotamie. En Coëlée-Syrie, les Juifs et les cités exploitèrent les déchirements séleucides. Vers 142, l'État hasmonéen, dirigé par les Maccabées, fut fondé. Mais Démétrios II n'avait pas dit son dernier mot. Il se lança dans une expédition en Mésopotamie. Il avait en effet besoin d'une base territoriale solide pour reprendre le pouvoir à Diodote Tryphon, toujours maître d'une grande partie de la Syrie. Il s'engagea donc de manière téméraire dans une campagne contre les Parthes en Babylonie et en Médie, tandis que Diodote Tryphon était paralysé par la situation en Judée et ne put intervenir. Mais Démétrios II fut capturé par les Parthes vers 139, ce qui permit à Diodote Tryphon de se maintenir un temps au pouvoir. La nouvelle de la captivité de Démétrios amena son frère, Antiochos VII, à intervenir contre Diodote Tryphon. Depuis Rhodes, où il s'était réfugié, Antiochos VII débarqua en Phénicie, où les cités de Tyr et de Sidon s'attachèrent immédiatement à sa cause, alors que Simon Maccabée se ralliait à lui. Diodote Tryphon perdit le contrôle d'Antioche et finit par se réfugier dans sa ville natale d'Apamée, où il fut assiégé. Certaines sources disent qu'il fut capturé et exécuté, d'autres qu'il se suicida. Antiochos VII profita de la captivité de son frère Démétrios II, aux mains des Parthes, pour prendre le titre royal et épouser Cléopâtre Théa, sa belle-sœur. Voyons en thème numéro 5, le règne d'Antiochos VII et la fin des ambitions en Asie.
Antiochos VII fut le dernier roi séleucide à tenter de reprendre les territoires perdus aux dépens des Parthes. Désireux de restaurer la puissance séleucide dans les satrapies de Haute-Asie, qui étaient perdues depuis les années 150, il mena une formidable armée pour reprendre pied sur l'Euphrate contre les Parthes. Cette campagne, très bien documentée par les sources latines, notamment Pompée, fut menée durant les années 134-129. Il dut aussi s'opposer aux interventions de Phraates II, donc le roi parthe, dans les querelles dynastiques séleucides. Car depuis 139, Démétrios II, donc le frère d'Antiochos VII, était prisonnier des Parthes. Antiochos VII fit de la Babylonie un immense champ de bataille. Il remporta plusieurs succès et fit la reconquête de la Babylonie et de la Médie, recevant le soutien des habitants de Séleucie du Tigre et de quelques gouverneurs locaux. Ces opérations furent rapidement menées et occasionnèrent de nombreux dommages, notamment la destruction du dernier temple d'Uruk. Les négociations avec Phraates II échouèrent en raison des exigences excessives du roi séleucide qui demanda aux Parthes l'évacuation de tous les territoires anciennement séleucides et leur retour en partie dans la région de partie. Donc pour semer la discorde, Phraates II libéra son frère Démétrios II. Et par ailleurs, l'armée d'Antiochos VII était formée d'effectifs extrêmement nombreux. Pompée évoque 80 000 soldats luxueusement équipés et chaussés avec des souliers aux clous d'or et des dizaines de milliers de personnels, artisans, boulangers, domestiques, etc. Contraint de faire hiverner son armée en Babylonie et en Hyrcanie, Antiochos VII s'attira la vindicte des populations, car cette armée luxueuse vivait à leurs dépens. En 129, il lança une nouvelle attaque contre les Parthes. Mais peu aidé par des troupes amollies par l'inaction, il trouva la mort au combat dès le premier engagement. D'après certaines sources, le roi des Parthes aurait insulté son cadavre, lui reprochant son intempérance. Selon d'autres sources, le roi parthe aurait, au contraire, offert à son adversaire des obsèques dignes de son rang. Débuté sous de bons auspices, le règne d'Antiochos VII se révéla un désastre pour la dynastie séleucide. En effet, ses successeurs se montrèrent incapables à la fois de maintenir l'unité de leur royaume et de reconquérir les territoires perdus aux dépens des Parthes. Voyons en thème numéro 6 le second règne de Démétrios II. Donc celui-ci avait décidé de se réorienter contre les Parthes, sachant qu'il devait faire face à Diodote Tryphon, on l'a vu. Donc appelé à l'aide par les populations hellénisées et les dynastes locaux, il cherchait donc à se donner une base pour vaincre l'usurpateur Diodote Tryphon. Victorieux dans un premier temps, il fut capturé par le roi des Parthes, Mithridate Ier, vers 140. Il fut traité honorablement et assigné à résidence en Hyrcanie, donc au nord de l'Iran, et se vit accorder la main de Rhodogune, une des filles de Mithridate. Cet épisode a inspiré la pièce Rhodogune à Corneille, même si la trame de cette pièce est totalement fantaisiste. Pendant 10 ans, Démétrios II fut l'hôte des Parthes. Après plusieurs tentatives d'évasion, sachant qu'il entendait reprendre le pouvoir à son frère, il fut finalement libéré pour semer la discorde chez les Séleucides. Il regagna précipitamment la Syrie, tandis que son frère trouvait la mort face aux Parthes en 129. Démétrios II fut donc restauré à Antioche, même si ses habitants n'avaient pas oublié sa dureté. Ces 10 ans de captivité n'avaient pas adouci son caractère, et il avait même pris les manières des Perses, portant désormais la barbe. Sa belle-mère, Cléopâtre II, en lutte contre Ptolémée VIII, l'appela à l'aide et lui proposa même la couronne d'Égypte. Imprudemment, Démétrios II accepta. Mais à peine avait-il quitté Antioche que la capitale se souleva, son armée se mutina, et Cléopâtre II dut fuir Alexandrie. Ptolémée VIII riposta en suscitant un compétiteur à Démétrios, l'usurpateur,
Zabinas, qui se faisait passer pour un fils d'Alexandre Balas, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc Zabinas prit le nom d'Alexandre II et s'établit à Antioche vers 127, pendant que Démétrios était rejeté vers la Syrie. Battu près de Damas, Démétrios II s'enfuit dans l'actuel Acre, dont son épouse lui refusa l'entrée. Abandonné de tous, il gagna Tyr pour se réfugier dans le temple de Melkart, mais il fut tué à peine le temps de débarquer. Selon certaines sources, il fut torturé à mort. Voyons en thème numéro 7, l'anarchie en Syrie et la fin des Séleucides. Durant le second règne de Démétrios II, des révoltes avaient éclaté à Antioche et au sein de l'armée, à cause notamment de l'emprise des mercenaires crétois. Il fut renversé par un usurpateur soutenu par les Lagides, Alexandre II Zabinas, qui finit par être évincé par Antiochos VIII en 123. Plus tard, celui-ci fit empoisonner sa propre mère, après que celle-ci tenta de lui faire boire une boisson suspecte, sa mère étant Cléopâtre Théa. Le long règne d'Antiochos VIII fut marqué par la perte de Doura Europos, dernière place forte vers l'Euphrate, aux dépens des Parthes, tandis que Séleucie de Pierie s'émancipait et que la Commagène, au nord de la Syrie, faisait sécession. À partir de 114, il entra en conflit avec son frère Antiochos IX pendant près de 15 ans. Et donc la mort d'Antiochos VIII, en 96, plongea le royaume dans d'inextricables complexités dynastiques, sachant qu'il laissa derrière lui 5 fils qui tous prétendaient au diadème royal. Les dernières années de la dynastie furent donc marquées par d'incessantes querelles entre frères, neveux, oncles ou cousins. D'autant plus complexes qu'elles impliquaient souvent des princesses lagides. Et donc la Syrie, dernier reliquat du royaume séleucide, sombra bientôt dans l'anarchie, chaque cité avançant son prétendant. Les Juifs, sous la direction des Asmonéens, optèrent par ailleurs leur indépendance vers 104. Les 5 fils d'Antiochos VIII se livrèrent une compétition pour le pouvoir. Ainsi, Démétrios III, qui régnait autour de Damas, finit par être vaincu par les Parthes en 88. Philippe régnait lui autour d'Antioche. Antiochos XII, installé à Damas, se rebella bientôt contre son frère Philippe, mais il fut vaincu par les Nabatéens, qui occupèrent la Syrie méridionale. En 83, les habitants d'Antioche, excédés par le désordre politique entretenu par la double royauté séleucide, offrirent la couronne à Tigrane II, qui intégra la Syrie au royaume d'Arménie, alors en pleine expansion. Les Séleucides profitèrent de la victoire des Romains sur Tigrane en 69 pour revendiquer un trône sous tutelle romaine. Mais Pompée détrôna Antiochos XIII en 64, qui trouva refuge chez son protecteur arabe, ou nabatéen, lequel l'élimina pour plaire à Pompée. La mort d'Antiochos XIII marque traditionnellement la fin de la dynastie séleucide. Mais Philippe II, surnommé l'ami des Romains, régna brièvement sur Antioche avec le soutien de Pompée jusqu'à sa mort en 64. À cette date, les royaumes d'Antioche et de Damas devinrent une province romaine. La suppression de la royauté séleucide et la création de la province romaine de Syrie répondaient à des mobiles complexes. D'abord, les propres ambitions de Pompée, qui souhaitait faire de la Syrie sa province. Ensuite, la volonté de contenir l'expansion parthe, de faire face à la piraterie en Méditerranée orientale, et enfin de sécuriser le commerce caravanier. Si la Syrie proprement dite devint une province romaine, la plus grande partie des régions orientales, qui constituaient le royaume séleucide à l'époque de Séleucos, appartenait désormais aux Parthes. Ainsi prit fin le royaume séleucide, synthèse la plus remarquable entre l'Europe et l'Asie de toute l'histoire antique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.